Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Cette semaine, je vous partage un nouveau coup de cœur animé de cette année, la légende de Vox Machina. Mais je vous la partage pas tout seul. Je suis avec Zu. Bonjour, bonsoir. Et Guillaume. Bonjour à tous. Deux amis de chez Podcut. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement avant qu'on commence ? Oui, bonjour, je m'appelle Zu. Avant, c'était moi qui fouettais les gens pour qu'ils nous sortent des épisodes de Watchlist, et maintenant, c'est Pomme. Et moi, c'est Guillaume. Vous pouvez me reconnaître de la voix de la confiture. Et j'ai écrit un peu sur la réponse D pour le label Podcut. Et c'est mon premier Watchlist. Donc, soyez gentils. Bienvenue. Moi, j'y ai participé, mais uniquement en voix off. Ah non, non, pardon, le Mandalorian. C'est mon deuxième Watchlist. Alors, de quoi on va parler ce soir ? Je vous propose de vous faire un petit résumé de qu'est-ce que c'est la légende de Vox Machina. Allez. Oui ! La légende de Vox Machina va vous raconter les aventures d'une bande de bras cassés, les sus-mentionnés Vox Machina. Un groupe de baroudeurs et baroudeuses en quête d'or, de gloire, d'honneur. On les retrouve dans la cité-état d'Imon, sur le continent de Tal'Dorei, à un moment plutôt hasardeux de leur carrière. Pas d'argent, beaucoup de dettes, aucune perspective d'avenir au-delà de leur pinte de bière qui pourrait être la dernière. Un heureux coup du sort leur offre sur un plateau une mission pour le souverain, à la recherche d'une menace inconnue qui dévaste le royaume depuis plusieurs mois. De simple aventure à drame familial et quête de vengeance, Vox Machina parviendra-t-elle à surpasser son statut de simple mercenaire pour embrasser un destin plus grand ? Je vous le demande. Mais qui sont-ils ? There's Grog, a mighty giant, he's a simple-minded Hulk, and Percy's pepperbox can blow apart your fucking skull. Nature hath no fury quite like Keyleth the Ashari, controlling plants and animals, she's a magical safari. The twins Vex and Vax, she shoots, he hides in the pitch. They're stealthy and quite deadly, but I forget which one is which. He's Vax. She's Vex. Pike's divinity is pure, her hands can always heal. Oh, and did I mention we have a bear trinket, no big deal. And as for myself, my name is Scanlan, the man with the fat purple hand. My music's a jam, going hand, you can't stand it, get some water, hide your daughter. Sorry. Brave warriors are we and far more clever than a fox. They'll tell of our exploits in the legend of Vox Machina. Oh, thank you very much. Nous avons Pike Trickfoot, une gnome éclair du groupe, la lumière de Vox Machina, interprétée par Ashley Johnson. Vexalia, demi-elfe hautaine toujours en quête d'un bénéfice, rôdeuse toujours accompagnée de son fidèle ours Trinket. Et c'est Laura Bailey qui est aux commandes vocales. Vaxildan, demi-elfe toujours en train de broyer du noir, roublard et frère jumeau de Vex. Ensuite Kaelith, je sais pas très bien le prononcer, demi-elfe membre de la tribu des Ashari, druidesse peu sûre d'elle et de ses pouvoirs, elle prend vie sous la voix de Marie Charret. Scanlan Shortholt, gnome, barde insouciant et lubrique du groupe, il chante par la voix de Sam Riegel. Alors le prochain est costaud. Percival Friedrichstein von Mussel-Klosowski de Rollo The Third, dit Percy. Je me suis pas entraîné, j'ai rien. Il est très beau, hein, félicitations. Il passe bien. Humain et artificier maudit du groupe, râlera dans vos oreilles grâce à Taliesin Jaffe. Et pour finir, mon favori personnel, Grog Strongjaw, Goliath et barbare, aime la bière, la bagarre et encore la bière, et sa sœur de cœur, Pike. Et il déteste réfléchir. Il est interprété par Travis Willingham. On peut se faire une petite fiche technique que je laisserai le soin à Guillaume de le faire, avec un petit peu d'historique. Oui, voilà. L'idée, c'était que pour comprendre ce qu'il y a derrière Vox Machina, d'abord, il faut comprendre ce qu'est Critical Role derrière Vox Machina. Et donc, pour comprendre ce qu'est Critical Role, il faut revenir un petit peu en arrière. Alors, Vox Machina, qu'est-ce que c'est ? C'est donc l'adaptation d'une série de parties filmées du jeu de rôle Donjons et Dragons dans un monde créé par Matthew Mercer. Donc, pour comprendre ce que c'est qu'un jeu de rôle, on va revenir un petit peu en arrière. Au néolithique. Alors, presque le néolithique. Alors, dans les années 70, Gary Gygax et Ernest... Bon, on va la faire courte. Un jeu de rôle, ça consiste pour les joueurs à se raconter une histoire. Pour cela, dans la majorité des jeux de rôle, on va avoir un maître de jeu, ou maître du donjon, si on parle de Donjons et Dragons, qui va, dans les premiers temps, leur exposer les événements, qui va leur dire ce qui se passe, et les joueurs vont, eux, réagir, expliquer ce que les personnages qu'ils incarnent veulent faire. Pour savoir s'ils y parviennent,
En général, on lance un dé suivant des systèmes plus ou moins compliqués. Donc, Vox Machina, c'est donc un groupe d'artistes vocaux qui incarnent chacun un personnage, comme nous l'a expliqué Grand Poil, qui vont devoir déjouer les pièges présentés par le maître du jeu. Le tout est filmé et diffusé sur Twitch et YouTube devant, en moyenne, 70 000 personnes pour le live, soit presque autant que les lives de Podcut. Ils sont petits joueurs. À peu près. C'est ça. Mais c'est parce que eux, ils sont aux États-Unis, donc c'est moins impressionnant. Oui, c'est comme les années chiens, c'est ça. Exactement. L'adaptation en série, elle fait suite à une campagne de financement participatif, puisque là, on va vous parler d'une série animée. On parle plus d'actual play, donc c'est plus les gens qui sont filmés en train de faire des jeux de rôle. On a retranscrit leurs actions en une série animée. La série animée vient d'un financement participatif qui a amassé plus de 11 millions de dollars. Ce qui a fait que Amazon s'est dit, tiens, les gens ont l'air d'être intéressés si on participait aussi. Donc Amazon est coproducteur, ce qui pose quelques petits problèmes parce que finalement, les gens qui ont donné de l'argent au Kickstarter pour que la série se fasse ont été obligés de s'abonner à Amazon Prime. Alors, t'es sûr, il me semblait que par contre, ceux qui avaient participé au Kickstarter avec certains paliers, ils ont quand même reçu les épisodes en avant-première pour pouvoir les voir sans passer par Amazon, je crois. Oui, il me semble que ça dépend du palier dans lequel t'étais, mais je sais qu'il y a eu un peu de remous. Ouais, ça a un peu gueulé, ouais. sur Internet, parce qu'on leur dit, mais j'ai payé pour cet épisode, et du coup, je dois repayer pour l'avoir autant que les gens qui n'ont rien payé d'abord. Voilà. La série Vox Machina, donc c'est une série animée qui est produite par Amazon, Critical Role Production et Titmouse Inc., à qui on doit aussi Big Mouse, Star Trek Lower Decks ou The Legend of Korra. Dont je parlerai une autre fois. Au scénario, en fait, il y a beaucoup de monde, puisque c'est des scénarios plutôt collaboratifs, dont le maître de jeu originel, Matthew Mercer, les membres du casting et des invités réguliers comme Ashley Birch. C'est ça. Voilà un peu pour la fiche technique. Et je pense que c'est important de préciser que, comme tu l'as dit, ce sont des artistes vocaux, donc ce sont des doubleurs dont il est probable que vous reconnaîtrez leur voix de différents jeux vidéo. Ils ont participé à vraiment beaucoup de projets. Ce qui fait que, alors, déjà dans l'actual play, ils incarnaient vraiment leur personnage, ils rentraient dedans. Ce qui fait que pour ceux qui connaissent l'actual play, on les retrouve vraiment bien, c'est les mêmes intonations, c'est vraiment les mêmes voix qui se retrouvent dans les personnages principaux. Alors, juste pour mettre un peu le contexte pour tout le monde, qui est-ce qui a regardé l'actuel play ? Oui. Parce que moi, non. Ça fait 1 sur 3, c'est un beau score. Hein. C'est déjà pas mal. Non, parce que effectivement, l'actuel play, c'est des épisodes sur YouTube qui font entre 3 et 4 heures. Je sais plus combien il y en a sur la première saison, plus d'une centaine. Il y a de quoi s'occuper un petit peu. Et mettre encore plus de contexte, c'est le moment confession. Moi, j'ai ni regardé l'actuel play, ni jamais joué de ma vie à Donjons et Dragons. Même pas joué à Donjons et Dragons ? Non. C'est intéressant parce que à ce moment-là, comment est-ce que t'as perçu certains passages de la série qui sont très, pas forcément what the fuck, mais où tu te dis, c'est pas réaliste, ou en tout cas c'est pas le bon mot parce qu'on est dans le dragon. Mais je veux dire, on t'installe une tension scénaristique sur certains moments qui est diffuse parce que les joueurs ont fait une réussite critique ou ce genre de choses, ou un échec critique à l'inverse, et donc le scénario prend une toute autre direction. Et comment est-ce que tu as perçu un peu ces retournements de situation ? Alors, pour faire suite à la confession, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons en quelques dizaines d'années de vie rôlistique. Donc, je suis pas je comprends la perception de ce que c'est un scénario. Je vois très bien à quel point des joueurs peuvent être stupides quand il s'agit de prendre une décision. Et encore là, j'imagine qu'ils ont accéléré les choses en termes de prise de décision. Mais ils ont gardé quelques décisions bien stupides qu'ils nous montrent bien au cours de la série. Hein. Notamment dès le premier épisode, si je ne m'abuse, avec un combat contre un dragon. Oui. Où là, on se dit, c'est bon, on est dans le jeu de rôle. Enfin, il n'y a pas aucun scénariste crédible ça viserait de proposer ce genre de situation. Ça vient directement du cerveau malade de certains joueurs. Mais rien que le personnage
de Scanlan. Scanlan. Le gnome barde. Je veux dire, avec sa guitare qui invoque une main géante violette, pour ne pas dire rose, quand c'est la main. Je veux dire, ouais, c'est vraiment... ça, puis quand il a des manières très particulières d'envoyer des éclairs, je pense qu'il faut pas trop le spoiler parce que c'est vraiment des moments de découverte importants dans la série. Oui. Effectivement, avec donc quelques blagues. Moi, j'ai eu un petit peu peur sur le premier épisode, mais accrochez-vous parce que le premier épisode est un peu plus en dessous de la ceinture que le reste de la série. On nous pose bien les personnages qui sont qui de base sont des gens un peu qui n'ont pas forcément très très moraux, qui vivent leur vie, qui profitent un peu de ce qu'ils peuvent. Donc effectivement, ils vont se construire. On sent qu'ils, même si ça arrive après assez rapidement, ils se construisent à partir de ce premier épisode-là où effectivement on les pose en personnages pas forcément très reluisants. Non, mais ils sont presque tous intéressants. Et ça c'est bien. Oui, ça, ils arrivent à les incarner et à les déposer très rapidement. Alors, tous n'auront pas des arcs scénaristiques, j'ai envie de dire, complets pendant cette première saison, ce qui sera, à mon avis, prévu pour la suite. Quand on connaît l'actuel play, en plus, on voit les petits indices qui font dire « Oh, je sais ce qu'ils vont faire la prochaine fois !» Mais cette saison d'ailleurs, se construit principalement autour de Percy, donc le mec maudit qui est jamais content, qui est un peu pet sec, et un peu Pike aussi, la gnome, et un peu Pike, et justement l'arc narratif de Pike, la conclusion de Pike, moi m'a fait vraiment extrêmement plaisir dans les messages qu'elle transmet. Pareil, je veux pas trop en dire, mais c'est oui, on est dans du Captain Planet bien fait, quoi. Ouais, complètement. C'est de la guimauve, mais de la guimauve bien faite. Moi, c'est juste le bémol sur lequel je suis un peu moins content de la série, c'est qu'ils aient choisi donc Percy comme centre pour le premier arc négatif, alors que c'est le perso le plus chiant. Mais du coup, ça donne hyper envie de voir les saisons suivantes. J'ai envie de dire, ils ont pas forcément choisi parce que comme leur but c'était de retransmettre l'actuel play, c'était un peu le principal arc narratif du départ, donc ça passait par là. Et ça permet de passer en plus du début qui est assez presque, alors j'ai envie de dire presque trop joyeux, ou même quand ils affrontent un dragon, ils sont complètement insouciants. Ça devient complètement dark au fur et à mesure, quoi. Et il faut pas oublier d'ailleurs qu'il y a certains invités vocaux qui s'éclatent complètement. On a David Tennant qui est dans la série au départ. On lui a dit « T'es écossais ? Vas-y, roule les airs comme si ta vie en dépendait. Fais-toi plaisir. D'habitude, on te demande de calmer. Là, vas-y, donne tout ce que t'as. » Et il donne tout ce qu'il a. Je crois que même pour quand il double Picsou, il en fait pas autant. Si, pour le coup. Picsou, je suis content d'avoir les sous-titres quand même. Là, il y a Gina Torres aussi, qui jouait dans Firefly, qui joue très bien. Qui j'ai vu d'autres. Il y a un mec du Seigneur des Anneaux, mais je sais pas. Bah oui, c'est. Oh là là, j'ai pas pris le casting sous les yeux là, parce que je voulais en parler de plein de monde. Mais en tout cas, j'allais dire les PNJ, les antagonistes, les antagonistes sont pour la plupart assez sympathiques et assez fouillés. Enfin, on adore les détester. Ah ouais, ah là là. Que justement, quand ils vont arriver, quand ça va devenir bien dark, les méchants, ils sont très très méchants. Par contre, là, effectivement, on est dans du truc assez manichéen. Hein. Mais chez les gentils, c'est un peu plus gris. Les méchants, c'est très 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 méchant. Hein. Là-dessus, il y a pas de problème. Après, il y a des gentils qui sont très gentils. Oui. C'est ça qui est bien. Et attends, putain, je l'ai pas retrouvé encore. C'est Meriadoc. Oui, Mary. Mais je cherche le nom de l'acteur. Dominic Monaghan. On a aussi Stéphanie Béatrice, qu'on a pu voir dans Brooklyn Nine-Nine. Indira Varma, qui elle aussi, a pu jouer dans Game of Thrones. Donc voilà, ils ont fait venir, je pense, quand même pas mal de... et Rory McCann qui fait le chien. Le chien. The Hound. Donc ils se sont fait bien plaisir, ils ont invité tous leurs potes. Dans l'actuel play, Matthew Mercer fait quasiment tous les PNJ, il leur fait à chaque fois tous des voix. Là, ils ont invité des acteurs en plus, mais Matthew Mercer en a gardé quelques-uns. Bon, ça veut dire qu'il y aura Mark Hamill à un moment. Peut-être bien. J'imagine. Ça serait cool. Et qu'il y aura J.K. Simmons qui jouait comment il s'appelle, le chef reporter dans Spider-Man. Oui, qui faisait Jonah Jameson. Ouais. Jonah Jameson et qui déjà collaboré avec ce studio d'animation dans Legend of Korra. Ah, donc il y a moyen. Effectivement, il y a moyen, ce serait cool. Donc on suit quand même une aventure. C'est quoi, c'est 6 épisodes? Non, 12. Non, 9, 12.
12 qui ont été sortis par série de 3. Donc c'est à chaque fois, c'est 3 mini-arcs narratifs qui se construisent et qui culminent en un final. Et donc ça correspond à combien d'épisodes d'Actual Play ? Oh, je pourrais pas, j'ai pas fait le compte, mais à mon avis, on est sur une bonne trentaine, là. Ok. Donc, une bonne trentaine de 4 heures. Hein. Faut bien, donc c'est quand même bien résumé. Ouais. Et, donc toi qui as vu les deux, est-ce que, il y a vraiment beaucoup d'ajouts en termes de tension, de narration? Parce que c'est souvent, là, il y a des moments qui sont vraiment poignants dans l'animé. Et de mon expérience d'Actual Play, on n'a pas souvent ce genre d'émotion. On a beaucoup de franche rigolade. En fait, il y a un peu ce mélange-là où même quand dans l'Actual Play, il passe du rire aux larmes. Franchement, moi, j'ai chialé devant des épisodes de l'Actual Play. Il y en a quelques-uns, mais peut-être pas tant que ça, mais il y en a vraiment quelques-uns où il arrive des choses. Et comme en plus, en face, t'as du vrai acteur qui joue son personnage et peut-être celui qui meurt, qui joue tous autour de ça. Oh la vache. Ah, il y a des moments durs, hein. Il y a des moments difficiles. Hein. Et il y a des moments difficiles, mais derrière, il y a toujours l'idée de c'est du Donjons et Dragons, on peut ressusciter les gens. Là, alors, dans la façon dont ils le jouent dans l'Actual Play, c'est qu'ils peuvent essayer. Oui. Et que, bon, ils vont globalement souvent réussir, mais que même à chaque fois qu'ils doivent essayer de les ressusciter, il y a tout un rituel autour. Il met en place une ambiance, il demande à chacun de participer personnellement à ce qui se passe. Ce qui fait que ça te fait ressentir cette tension et le fait que, putain, il y en a un qui est en train de crever, là. Bah oui, de toute façon, même à Donjons et Dragons, les personnages, même si on peut les ressusciter, ils sont pas invincibles. Hein. Ouais. Et là, on le voit, même si ça blagouille un petit peu, ils ont pas encore de maître soigneur, on va dire, comme ils pourront avoir par la suite. Même si Grog, il s'en prend, il glisse légèrement le sang, il dit, c'est grave, ça. Bah, ils ont Pike, quand même. Ils ont Pike. Mais Pike qui est, enfin bref. Bah, qui soigne quand même pas mal. Qui soigne, mais qui doute un peu aussi, qui va perdre. Il y a son arc narratif à côté qui fait que c'est pas toujours la soigneuse du groupe pendant la moitié de la saison. Alors, on est face à un dessin animé, Heroic Fantasy. Je pense que beaucoup de personnes peu attentives pourraient être tentées de mettre des enfants devant ça. On est d'accord que nope, il faut pas. Non. C'est très graphique, dans tous les sens du terme. Enfin, on peut peut-être mettre des enfants en coupant le son. Non. Oui, non. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'enfants, j'aime pas vraiment les enfants, donc n'écoutez pas ce que je dis. Qu'est-ce qu'on met comme limite d'âge à peu près On est sur du 16+, si t'es un peu ouvert d'esprit, quoi, à mon avis. Hein. Voilà. C'est Invincible, mais c'est un peu moins gore qu'Invincible, mais ça aborde des thématiques un peu plus dures. Ça parle effectivement beaucoup plus de sexe que dans Invincible, où là c'est plutôt large, vaguement effleuré. Là, tout y passe. Tout est mentionné au moins, c'est pas forcément montré, mais tout y passe. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu aussi un vent de fraîcheur dans des animés de se permettre ça, de se permettre tout ce qu'ils font avec Scanlan, qui est, il est là et puis il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense. Et... oui. Donc, parce que c'est vrai que dans les animés d'habitude, on a quand même un grand écart entre c'est vaguement suggéré ou pas du tout, et c'est carrément graphique. Ben là, il en fait des chansons, donc tout va bien. Oui, et puis on sent qu'il n'y a pas trop de SNP derrière. Enfin, on n'est pas chez Disney où tu peux pas montrer un enfant qui est sur un tabouret parce que s'il risque de tomber et tu risques de prendre un procès, quoi. Ah non, là, d'ailleurs, dès le premier épisode, hein. Oh, vache, tu fais, oh, ils ont pas osé. Ah si, ils ont osé. Ah merde. Alors, il n'y a pas encore de saison 2 d'annoncée. Je crois qu'elle est financée, en tous les cas. Oui, mais on sait pas quand est-ce qu'elle sort. Oui, on sait pas quand est-ce qu'ils vont la faire. Mais à mon avis, enfin, ils continuent à avoir... On sait qu'ils la feront. Elle est budgétée, on sait a priori qu'ils la feront, mais on sait pas quand. Ils continuent à avoir un rythme effréné d'Actual Play, même s'ils font plus de hors-série et de groupes où tu sens qu'ils ont un peu moins de temps, parce que là, depuis que, enfin, ça a pris une telle ampleur Critical Role que c'est devenu une vraie société de production derrière, et ils ont tous une masse de projets, le cast original autour de ça, c'est impressionnant. Et le style de l'animation, d'ailleurs, vous en pensez quoi ? Moi, globalement, je trouve que c'était plutôt de bonne qualité. On sent de temps en temps qu'il y a eu des petits, des petites manques de budget pour finir certaines scènes, ou alors il y avait une grosse scène qui demandait vraiment beaucoup d'action et qu'ils ont limité un petit peu. Mais tout ce qui nécessitait d'être dynamique l'est vraiment à fond. Les scènes de baston, enfin, elles sont, moi je les trouve géniales. Surtout la dernière, ils ont tout donné sur la dernière. Il y a des duels qui se passent, mais tu sens vraiment que là t'es dans comment dire. Presque du super-héros, tellement ils font des choses, ils font n'importe quoi.
Alors après, on n'est pas dans du Castlevania non plus. Ouais, j'allais comparer à Castlevania parce que c'est la dernière série animée et je trouve ça beaucoup plus regardable. Castlevania, c'est beaucoup plus statique. Je trouve que c'est beaucoup plus statique. Après, pareil, Castlevania, tu sens aussi qu'ils ont focus au moment où il faut de l'action, mais du coup, il y en a moins, ils passent beaucoup plus de temps à discuter. C'est effectivement... Mais les scènes d'action sont quand même... Enfin, moi, je préfère celles de Castlevania à celles de Vox Machina, en termes d'animation et de dynamisme. C'est des choix de réalisation et de mise en scène, hein. Après, c'est voilà. Mais par exemple, en même temps que Vox Machina est sorti sur Disney+, une série animée Marvel qui s'appelle Hitmonkey. Oh oui. Et pour le coup, en termes d'animation, par rapport à ça, Vox Machina, c'est sublime par rapport à Hitmonkey. Oh oui, Hitmonkey, c'est très... Hitmonkey, c'était pas en plus le but, ils avaient pas besoin de faire de la grosse action, ça m'a rappelé un peu le style Archer, où c'est des mouvements très assez limité dans les personnages. Il y a peu d'animation, limite tu as l'impression qu'ils ont pas trop de coudes. J'ai pas vu, mais on dirait que c'est South Park. Alors pas à ce point-là quand même. Pas à ce point-là. Là, déjà ils ont des bouches. Ils ont des bouches et ils ont des jambes. Oui. Enfin pas pour longtemps, mais oui. Oui, jamais très longtemps. Mais le style d'animation, limite il y a un seul truc sur lequel je me suis senti un tout petit peu floué, c'est qu'ils ont mis beaucoup de moyens dans le générique, où tu vois de l'animation vraiment, mais il y a des moments vraiment ultra fluides quand justement les deux jumeaux se battent dans le générique, que tu retrouves pas ce style-là par la suite. Et là, il y a un petit, tu vois, il y a l'impression d'avoir eu un petit, c'est en plus comme c'était un produit d'appel, ce générique qu'ils ont montré très vite. Tu sens que derrière, ils se sont dit, bon, les gars, on a fait bien pour le générique, faut quand même rabaisser un tout petit peu. Sinon, ça va coûter encore beaucoup plus cher. Faites un deuxième Kickstarter. Ouais, c'est ça. Pour un deuxième générique. Il faut rallonger un peu la paye, là. Ça fait... Je pense que Amazon ont quand même bien rallongé pour essayer non, je crois qu'ils ont mis 2 millions de plus. Ah ouais? Seulement. Après, je dis peut-être une connerie, hein. J'ai lu ça, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Je pense que c'est... J'imagine que c'est pas public. Voilà, le deal devait être bien juteux quand même, hein. Parce qu'ils ont dû rajouter, à mon avis, ils ont rajouté 2 millions, mais ils ont dû racheter les 12 millions des participants à côté, quoi. Donc ça reste un bon budget pour une série d'animation. T'es sur 1 million à peu près par épisode, si on fait une moyenne. Un demi-million, je crois, parce que le financement, c'est pour les 2 saisons. Ah oui. Ça fait quand même bien. Mais ça va. Ça fait quand même un bon bifton avec la puissance d'Amazon derrière pour les pousser, parce que quand c'est sorti, tu voyais que ça. T'ouvrais Amazon Prime, t'ouvrais Twitch. Oh, Vox Machina est partout. Pour donner une idée quand même d'une autre série d'animation qui a été kickstartée il y a pas si longtemps que ça, en termes d'échelle, Wakfu, l'ultime saison, donc qui est un animé basé dans le monde de Dofus. Pour faire la saison 4, ils ont récolté 1,5 million d'euros. Ah oui. Voilà. Ah oui, ça fait. Ce qui est déjà une somme conséquente. Mais là aussi, c'est en anéchien, ils sont français. Voilà. Mais et avec ça, je sais plus combien d'épisodes ils ont prévu de faire. Ils ont prévu de faire 13 épisodes. Ouais. Ah oui, effectivement. Mais alors, est-ce que là, pour le coup, sur Wakfu, ils vont pas être produits par d'autres personnes derrière qui vont rallonger, que le Kickstarter sert juste à donner envie, en fait, ce qui arrive régulièrement dans ce genre de production. Probablement, mais un peu comme là, à des échelles différentes. C'était pour ça que je posais la question de savoir combien d'argent avait été rallongé par Amazon. Mais c'est vrai que les saisons précédentes de Wakfu, de mémoire, avaient été soutenues par France 4. Si je crois que c'est France 4, ouais. Donc on peut espérer que ça permette aussi de voilà. Mais... Enfin bon, on s'éloigne un peu du sujet. Oui. Non, mais ouais, bon, on peut comparer un peu. Mais est-ce que c'est une série que vous recommandez à des non-rôlistes? Et comment vous la recommandez à des non-rôlistes, si vous le faites? Alors, oui, je la recommanderais à des non-rôlistes parce que je trouve que ça reste une bonne série avec des personnages qui sont intéressants, c'est marrant. Enfin, ils arrivent à avoir la fine ligne entre trop d'humour ou juste ce qu'il faut, tu vois, parce que des fois tu pourrais penser que ça désamorce toutes les situations, sauf que non, ils en ont pris plein la gueule, tu sens que c'est le moment où ils laissent échapper des choses, l'humour est là au bon moment, et ça fait une série qui est regardable pour le coup par tout le monde, parce que la thématique Heroic Fantasy est plutôt courante maintenant, c'est plus un truc réservé aux vieux geeks rôlistes qui connaissent que ça. Pour ceux qui ont subi le film Donjons et Dragons, vous savez que c'est beaucoup mieux. Et le terrible Profion. Et pour ceux qui ont subi le dessin animé Donjons et Dragons.
Je l'ai. Ça c'est vieux. Ouais, avec un générique du Club Dorothée. Je crois que je l'ai même pas vu, ça me dit rien du tout. Je pense que je l'avais pas vu. C'est à l'époque des dessins animés Mario et Zelda aussi. Voilà. Ah, j'ai esquivé ce ça. Niveau d'enfer. J'ai pas mal esquivé ce truc-là, c'est bien. Bon, ça va. J'ai encore des traumas que je vais réussir à les passer au travers. Donc oui, moi je recommande et je pense que c'est tout à fait regardable par du non-rôliste. Toi, tu tenterais ? Oui, moi je recommande parfaitement pour des non-rôlistes et je pense même que ça peut donner envie à des personnes de se mettre au jeu de rôle pour se dire maintenant c'est à moi de prendre des décisions débiles et d'influencer l'histoire. Alors, faut se méfier, parce que c'est devenu un syndrome. Hein. Le syndrome Matthew Mercer, quand tu regardes l'actuel play, où t'as un maître de jeu qui répond à tout, qui connaît tout par cœur, qui fait des voix partout. Les gens se sont lancés, les joueurs comme les maîtres de jeu, qui avaient comme modèle quelque part Matthew Mercer, tout le monde a été déçu quand ils jouaient ensemble, parce que, le mec, il est au-dessus. Hein. Vraiment, il est au-dessus de tout le monde. Donc il faut savoir faire la part des choses. Oui, non mais c'est pour ça que je recommande pas l'actual play, je recommande bien Vox Machina, le dessin animé. Mais moi, j'ai tendance à pas trop penser justement que c'est un truc qui permet d'appréhender ce que c'est que le jeu de rôle et que c'est. Je le recommanderais à des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de rôle, mais pas en leur disant tu vas découvrir ce qu'on fait quand on se cache derrière des écrans. C'est un peu, tu vois, pareil, c'est presque parce que si on parle en termes de jeu de rôle, leurs personnages là, ils ont déjà des niveaux, ils sont déjà évolués, ils sont déjà costauds, parce qu'ils vont quand même affronter des dragons, des bestioles que si tu as un maître de jeu normal, tu vas commencer bas niveau. Tu vas, comme dans certains jeux vidéo, tu vas chasser du rat et tu vas fuir des fois devant des rats. Il y a des jeux de rôle très bien où c'est une carrière très respectable. Ratier. Ratier ou rentier? Les deux sont des carrières très respectables. Bon, écoutez, est-ce que vous voulez... Je pense qu'on a fait un bon petit tour de tout ce qu'on avait à dire. On a du mal à pas... C'est difficile de pas parler de tout ce qu'on a vu dedans. Parce qu'on est là pour vous donner envie, pas pour vous spoiler la série. Donc ouais, je pense que... Il y a plein de choses qui sont cachées, mais on vous laisse ouvrir les portes qui cachent toutes ces petites anecdotes. Et ouais, c'est plein de bonnes idées, c'est imaginatif dans la mise en scène, pas forcément dans le scénario parce que c'est pas le but. Ça reste classique. Mais c'est très très agréable. Et merci à tous les deux. Merci à toi. Merci. Si la série vous a plu, venez en parler avec nous sur le Discord du label. Si la série ne vous a pas plu, venez nous expliquer aussi pourquoi. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis matins dans vos applis de podcast. Parlez-en autour de vous. Si vous avez regardé certaines de nos recos, dites-le nous sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en nous laissant des messages dans les agrégateurs de podcasts ou si vous pouvez vous permettre en participant au Patreon sur patreon.com/podcut. À lundi prochain. Bye bye. Bye. Et donc 11 millions de dollars pour le Patreon de Podcut ? Bon, on peut demander. Les gens, si vous entendez ça, vous savez quoi faire. On fera la série animée Schluss, promis. Oui. Pépite. Avec Grand Poil qui revient en voice actor. Animez-moi, je vous en supplie. Podcut.